Bien, bon, ben, écoutez, il est 9h03, donc on va commencer. Bonjour à tout le monde. Merci d'être connecté pour ce webinaire qui va parler de la base de données Thesaurus BPRS. Alors, au moment où nous parlons, vous êtes une cinquantaine à vous être connectés et normalement, dans les minutes qui viennent, vous devriez être à peu près le double. Donc, je commence par des petites informations organisationnelles. Je vais avoir donc le plaisir de vous faire une présentation de cette base de données avec Antoine dans quelques minutes, qui vous fera la démo, qui est consultant chez Goodwill Management. Et donc, bon, la présentation au total va durer une petite demi-heure maximum, avec la partie théorique et la partie démonstration de l'application. Et puis ensuite, vous pourrez, on aura un moment pour les questions-réponses. Alors pour les questions-réponses, bien sûr, comme on ne peut pas faire un dialogue de vive voix à 100 personnes, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. Et puis Émilie, qui est la responsable marketing de Lucie et de Goodwill, qui suit le webinaire avec nous, va noter les questions les plus fréquemment posées. Et puis elle me soumettra ces questions à la fin de la démonstration. Et puis je ferai mon maximum pour répondre à toutes les questions que vous aurez posées. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Et puis, donc, nous allons commencer. Je ne sais pas quel temps il fait par chez vous. Moi, je suis confiné en Bretagne. Et aujourd'hui, il pleut, il fait gris. Et il ne fait pas très chaud, mais ça dépend des semaines, parce que la semaine dernière, il faisait très beau. Voilà. Donc, le plan de ma présentation, le voici. Donc, rapidement, une petite introduction. Je vais vous parler, bien sûr, de l'entreprise pour que vous sachiez, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui nous sommes. Et puis, je présenterai le concept de Thesaurus BPRS. On fera une petite démonstration et je vous présenterai l'offre de lancement. Donc, en guise d'introduction, voilà. Je fais ce métier, moi, depuis très longtemps. Hein. Je suis consultant depuis tout petit. Et puis, j'ai commencé à être consultant dans le domaine du développement durable depuis une vingtaine d'années. Et je n'ai pas vu vraiment de différence entre la façon dont j'exerçais le métier de consultant. Avant, j'étais consultant en système d'information dans les années 90. Entre la manière dont on exerçait le métier de consultant en organisation ou en management dans les années 80-90 et la façon dont on l'exerce aujourd'hui. Dans le domaine de la RSE, ben, vous le savez comme moi, nous fonctionnons tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait un usage industriel de Excel. C'est fou ce qu'on peut remplir des tableaux Excel. Quand on a des évaluations de maturité RSE, par exemple, eh bien, on rencontre des gens, on pose des questions plus ou moins formelles, etc. On a des tas de questionnaires à remplir. Alors, on a fait des gros progrès maintenant parce qu'on a des questionnaires web, mais la plupart du temps, on récupère les informations qui sortent du questionnaire web et puis on les ressaisit ailleurs. Et puis, si on parle de bonnes pratiques de la RSE, quelles solutions on peut mettre en place dans une entreprise dans le cadre de sa stratégie RSE? Eh bien, les bonnes pratiques, elles sont disséminées un petit peu partout. En général, dans le cerveau des managers de la RSE et dans le cerveau des consultants. Et donc, fort de cette constatation, on s'est dit, mais est-ce que le conseil, et plus particulièrement le conseil en RSE, ça doit être ça au XXIe siècle? Est-ce qu'on n'aurait pas une possibilité d'inventer une autre façon de faire du conseil aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui, parmi lesquelles celles que nous employons en ce moment, un petit peu contraint et forcé, c'est-à-dire la téléconférence, la téléformation, le télétravail, etc. Donc, il y a 3 ans, il y a une idée qui nous a traversé l'esprit, c'était de créer une plateforme digitale pour faire du conseil en développement durable.
Et cette plateforme s'appelle Goodwill Digital et elle est composée de 2 grands modules. Alors le premier module, je vais en dire un petit mot très rapidement pour rappel, s'appelle Thesaurus Model et on y trouve des tas et des tas et des tas de modèles d'évaluation extra-financière et financière appliqués aux études d'impact, appliqués au capital immatériel, appliqués à la rentabilité de la RSE, appliqués à l'évaluation de maturité RSE. Et tout ça, on en a fait une démonstration et on a lancé la plateforme le 1er avril. Et puis, en parallèle que nous étions en train de développer cette plateforme, Thesaurus Model, on a lancé le développement d'une autre plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Thesaurus BPRS. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BPRS? Ça veut dire Bonne pratique de la responsabilité sociétale. Et donc, on s'est dit que c'était pertinent d'essayer de réunir en un seul lieu toutes les bonnes pratiques de la responsabilité sociétale afin d'enrichir les stratégies de tout le monde. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, juste avant d'y venir, un petit peu le rappel de ce que permet la plateforme Goodwill Digital. Donc, une petite animation très simple. Dans cette plateforme qui est ultra paramétrable, eh bien, on peut stocker nos modèles d'évaluation de capital immatériel des entreprises. Voilà. On peut y stocker nos modèles d'évaluation de la maturité RSE des entreprises. Voilà. On peut y stocker nos modèles de calcul d'empreinte socio-économique, Thésaurus-Léontief, nos modèles de calcul de la comptabilité environnementale. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. On est capable aujourd'hui de mesurer l'impact environnemental d'une entreprise et de calculer cet impact en euros, c'est-à-dire la valeur du capital naturel que l'entreprise dégrade ou détruit compte tenu de ses activités. On sait faire plein d'autres trucs, comme par exemple calculer la valeur d'un territoire. Et puis, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est cette fameuse base BPRS. Alors, la différence entre ce que j'ai présenté rapidement là à l'instant, c'est-à-dire tous ces modèles d'évaluation, et puis Thésaurus BPRS, c'est que Thésaurus BPRS, ce n'est pas un modèle d'évaluation. Tout le reste, c'est de l'évaluation, où on fait des calculs, des cotations, soit avec des notes et des ratings, soit avec des euros. Ici, nous avons une base de données de bonnes pratiques. Et donc, bien sûr, ça fait une architecture d'application qui est complètement différente, mais tout ça se retrouve dans la plateforme globale Goodwill Digital. Et bien sûr, tout ça est accessible par voie de conséquence, par Internet, et accessible à tous nos partenaires, consultants, réseaux, clubs, associations, et bien évidemment tous nos clients, entreprises et organisations non marchandes. Alors, avant de vous présenter aujourd'hui donc BPRS, je rappelle qui nous sommes. Donc, Goodwill a été créé en 2003. C'est un cabinet de conseil dont le siège est à Paris, qui compte 20 collaborateurs, qui réalise l'année dernière un chiffre d'affaires de 2 millions. Cette année, ce sera sûrement un peu moins. Donc, le pourquoi on s'appelle Goodwill, on a trouvé que ce mot-là était génial parce que ça veut dire bonne volonté, goodwill, et puis ça veut dire aussi survaleur en finance. Et du coup, notre slogan, c'est « Les valeurs créent de la valeur ». Voilà. On a des entreprises de toute taille dans notre portefeuille de clients. Ici, vous voyez des entreprises de grande taille, mais nous avons aussi des toutes petites entreprises, des TPE et des PME qui font appel à nous pour des évaluations de valeur de boîte, pour des évaluations de maturité RSE, enfin bref. Donc, on a une large palette de clients de toute taille. Et puis, depuis quelques années, on s'est internationalisé, comme vous le voyez, puisqu'on intervient aujourd'hui, on a des missions dans 17 pays. Cela dit, l'essentiel du chiffre d'affaires est quand même fait en France. Alors, vous voyez un petit logo un petit logo Lucie sur cette page, je vais y venir tout de suite. Un point qui est très important pour tous nos clients, partenaires, amis, etc., c'est le fait que tout ce qu'on fait est adossé à une grande rigueur
sur le plan de la mesure et sur le plan de la fiabilité scientifique des calculs. Voilà. Donc, il y a bien sûr, comme vous l'avez compris au travers de la présentation Goodwill Digital, beaucoup de méthodes chez Goodwill qui servent pour faire des évaluations et des calculs. Et bien sûr, quand on a fait un calcul, la question qui nous est toujours posée, c'est est-ce que votre calcul est fiable? Et on met beaucoup d'énergie pour répondre oui à cette question. Alors, quelques exemples qui nous permettent de répondre oui à cette question. Nos évaluations sont régulièrement auditées par des commissaires aux comptes et se retrouvent dans des bilans d'entreprise. Par exemple, quand on évalue des actifs immatériels, des marques ou des savoir-faire ou des fonds de clientèle, des brevets, etc. On a été retenu par le ministère de l'économie et des finances pour calculer l'impact de la contrefaçon sur l'économie française. Et donc, ça, vous imaginez que ce sont des méthodes de calcul économique qui sont assez sophistiquées. Même topo pour l'armée de terre, où nous avons calculé l'empreinte socio-économique de l'armée de terre. On a fait aussi beaucoup d'analyses coût-bénéfice pour les chambres de commerce françaises. Si vous suivez mon curseur, je suis ici, et ça a été fortement stimulé il y a quelques années par Bruno Le Maire pour arriver à montrer effectivement que les chambres de commerce avaient une empreinte territoriale qui était positive, c'est-à-dire je rapporte au territoire plus que je lui coûte. On fait des études d'empreinte socio-économique de Orange sur tout le continent africain. Et puis, dans certains cas de figure, vous voyez, on a des choses un peu originales, comme par exemple calculer la valeur d'un territoire qui peut être une ville, qui peut être un département ou un pays. Et par exemple, en 2014, nous avions calculé la valeur du Maroc à la demande de Mohamed VI. Et à chaque fois, bien sûr, tous ces travaux sont associés à des contrôles dans tous les sens par des intervenants qui veulent être absolument certains que nos méthodes et nos datas sont fiables. Voilà. Donc, par exemple, pour Orange, avant que les études socio-économiques se retrouvent dans le rapport annuel d'Orange, eh bien, premièrement, notre méthode d'étude d'impact a été épluchée par une université américaine, et puis ensuite, elle a été réauditée et validée par les commissaires aux comptes de Orange avant de se retrouver dans le rapport annuel. Alors, vous avez aussi noté le petit logo tout à l'heure sur la présentation de Goodwill. Donc, Goodwill est labellisé Lucie. Et Lucie, en fait, est une participation de Goodwill. Donc, nous sommes cofondateurs de l'agence Lucie, qui a été créée pour sa part en 2009. Et donc, vous le savez tous probablement, hein, Lucie délivre le label Lucie 26 000. Et donc, on a une accélération, ça c'est un point qui a son importance pour ce qui va suivre, une accélération du nombre de membres de la communauté Lucie. Vous voyez la progression, on a doublé de taille en 2 ans là, et on a aujourd'hui 600 membres dans la communauté Lucie. Ça, c'est un point important parce que ça signifie que nous avons en ce moment, alors je veux croire, j'allais dire je croise les doigts, je vais dire je veux croire que la crise du coronavirus ne changera pas cette tendance, pourrait même l'accélérer, mais on a une prise en compte des questions de développement durable par l'économie et les acteurs économiques qui s'est fortement accélérée ces dernières années, ces 2 dernières années, comme vous le voyez sur cette courbe. Et donc, tout ce que nous sommes en train de nous dire sur la mesure de performance ou les bonnes pratiques de la RSE, ben, c'est quelque chose d'important pour préparer la reprise qui est maintenant imminente, même si on sait qu'elle sera difficile, et pour poursuivre le mouvement de montée en puissance de la RSE dans l'économie. On en a plus que jamais besoin. Voilà. Et donc, ben, pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirige Goodwill et je dirige également l'agence Lucie. Voilà. Alors, donc, je vais maintenant vous présenter effectivement cette idée, Thésaurus BPRS, et puis après, je passerai l'antenne à Antoine qui va vous faire la démo. Alors, c'est une idée d'une simplicité enfantine. Par contre, je peux vous assurer que ça a été long à mettre en œuvre parce que c'est un travail de fourmi. L'idée générale est très simple.
Si vous regardez les référentiels de RSE que vous connaissez aussi bien que moi, vous vous rendez compte que ce sont des référentiels qui vous disent quoi faire. La norme ISO 26000 vous dit quoi faire en termes de gouvernance, de respect des droits de l'homme, de politique sociale, de politique environnementale, etc. On vous liste toute une série d'exigences. Et puis les objectifs du développement durable, qui ont une vision plus large que la RSE, qui est plutôt orientée entreprise, bien sûr, entreprise, personne morale. Les objectifs du développement durable, c'est personnes physiques et personnes morales au niveau mondial. Voilà les objectifs qu'on aimerait atteindre. Voilà. Donc ça vous donne le quoi faire. Et, et si vous faites une petite analyse critique de la façon dont nous pratiquons nos métiers dans le domaine de la RSE depuis 20 ans, voire plus, vous vous rendez compte que nous sommes très, très centrés autour du quoi faire. Et donc, quand on fait une formation à la RSE, par exemple, eh bien, on va expliquer la norme ISO 26000, on va expliquer les objectifs du développement durable, on va rentrer dans tous les détails de toutes les exigences et toutes les sous-exigences. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura considéré que la formation à la RSE est complète. Alors bien évidemment, pour ne pas être trop théorique, au fur et à mesure qu'on présentera les exigences en matière de sécurité au travail, en matière d'éco-conception, en matière de gestion des déchets, on va donner des exemples. Mais le principal guide des formations et de la façon dont est organisée la réflexion autour de la RSE aujourd'hui, c'est le contenant, c'est-à-dire le quoi faire. Et en matière de contenu, le comment faire, eh ben, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que nous avons tous, en tant que manager de la RSE et en tant que consultant, nous avons tous dans la tête des tas de bonnes pratiques que nous avons mises en œuvre depuis que nous exerçons le métier et qui sont plus ou moins nombreuses suivant la durée de notre expérience, également le périmètre de notre expérience. Alors on s'est dit, ça c'est bien, mais ce serait quand même mieux si on avait un endroit, une base de données qui stocke toutes les bonnes pratiques. Et donc est née l'idée de Thesaurus BPRS, qui s'appelle aussi dans la communauté Lucie, Lucifer. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important que la communauté Lucie soit très active sur cette base de données. Et donc là, on voit le comment faire. Donc avoir des milliers de bonnes pratiques, comme vous le voyez ici, des milliers de bonnes pratiques RSE accessibles en quelques clics, avec qu'est-ce que l'entreprise a fait, pourquoi elle a fait ça, combien ça a coûté et qui a aidé l'entreprise pour le faire, etc. Voilà. Alors si on a tout ça en quelques clics dans une base de données, on peut aller faire son marché et puis construire une stratégie RSE qui va être du meilleur niveau, en adaptant bien sûr les bonnes pratiques qu'on a trouvées dans la base à son contexte, à soi. Voilà. Et puis si on n'a pas ça, la solution alternative, enfin il y en a plusieurs, mais par exemple, vous pouvez dire je vais prendre des centaines et voire des milliers de rapports de développement durable ou de déclarations de performance extra-financière, et puis je vais voir ce que font les copains. Ou alors je fais appel à un consultant, mais un consultant n'a pas des milliers de bonnes pratiques dans la tête. Je peux vous le garantir, je baigne dans le domaine du développement durable depuis 30 ans, puisque j'ai commencé en tant que dirigeant à mettre en place une politique de développement durable dans ma boîte en 1993. Et malgré cette accumulation d'expérience, d'abord comme dirigeant, puis ensuite comme consultant, je suis loin d'avoir en tête l'ensemble des bonnes pratiques qui se trouvent dans la base BPRS. Parce que je ne suis pas omniscient et c'est une évidence pour tout le monde. Donc, je vais vous donner quelques petites définitions avant de poursuivre, qui vont revenir dans mon propos dans la suite de l'exposé. Alors, premièrement, bien sûr, on a déjà et on va parler de la norme ISO 26000, donc c'est la norme internationale la plus importante et la plus connue pour mettre en œuvre la RSE dans une entreprise. Et la norme ISO 26000 est découpée en 7 questions centrales.
Par exemple, la politique sociale, c'est la question centrale numéro 3. Alors ensuite, dans la norme ISO 26000, vous avez ce qu'on appelle des domaines d'action qui sont des sous-chapitres. Dans le référentiel Lucie, on a fait des regroupements, des simplifications pour faciliter la mise en œuvre de la norme ISO 26000 dans des entreprises, y compris dans des PME. Et donc, on est passé du domaine d'action au principe d'action. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a fait quelques petites agrégations. Mais les principes d'action du référentiel Lucie 26000 couvrent bien toute la norme. Et donc, un domaine d'action ou un principe d'action, c'est un thème de l'ISO 26000. Par exemple, dans la politique sociale, la qualité de vie au travail est un principe d'action. Et puis ensuite, nous avons encore, vous allez le voir, des sous-catégories. Ici, par exemple, les sous-thèmes des principes d'action, nous appelons ça chez Goodwill et chez Lucie des types d'investissement responsable. Alors pourquoi ce terme un peu bizarre? C'est un sous-thème tout simplement du principe d'action. Par exemple, pour qualité de vie au travail, l'ergonomie du poste de travail est un sous-ensemble de la qualité de vie au travail, donc c'est un sous-thème. Sauf que on axe tout ce qu'on fait chez Goodwill et chez Lucie sous l'angle de l'investissement. Le sous-entendu, c'est si vous voulez arriver à un bon niveau de maturité dans un domaine, sauf miracle, il faut conduire un projet et il faut investir soit du temps, soit de l'argent. Donc, question clé, combien de temps avez-vous investi sur ce sujet? Et ça, c'est un type d'investissement responsable. Combien de temps avez-vous investi sur l'ergonomie du poste de travail? Et ça conditionne beaucoup les évaluations de maturité chez Lucie. Voilà, chez Goodwill aussi. Alors ensuite, eh bien, les types d'investissement responsables sont encore découpés en bonnes pratiques génériques. Et vous allez voir que pour un type d'investissement responsable, on a un champ des possibles qui est relativement important, toujours dans une logique de projet d'investissement. Donc, une bonne pratique générique, c'est un sous-projet d'investissement. Et puis, ce qui est le plus intéressant, bien sûr, et qu'on va voir tout de suite, c'est que la bonne pratique générique qui s'applique à toute entreprise se décline en cas particuliers, c'est-à-dire ce qu'ont fait réellement les entreprises. Donc, vous avez la bonne pratique générique à laquelle va être raccrochée une série de bonnes pratiques d'entreprise. D'où ça vient, ce que vous allez voir dans quelques minutes dans la base, ça vient de la communauté Lucie, qui est très active en ce moment depuis pas très longtemps. On a ouvert la base Lucifer il y a 3 semaines, donc qui est très active en ce moment et qui inscrit dans la base Lucifer BPRS ses bonnes pratiques. Et puis, depuis maintenant un bon moment, plus de 6 mois, il y a des gens chez Goodwill qui saisissent dans la base les bonnes pratiques des clients de Goodwill qui en sont d'accord, toujours basé sur le volontariat, et puis des bonnes pratiques qui sont issues de rapports annuels de développement durable, où on a des bonnes pratiques qui sont rendues publiques et que donc on peut utiliser de manière tout à fait libre. Voilà. Donc, vous voyez, ces termes-là vont revenir beaucoup dans mon propos. Alors, la base BPRS, elle est structurée dans sa V1 selon la norme ISO 26000. Donc, vous allez le voir dans quelques secondes maintenant. Vous arrivez dans la base et puis là, vous avez les 7 questions centrales de l'ISO 26000, la gouvernance, l'environnement, le développement du territoire, la bonne pratique des affaires, etc. Antoine va vous montrer ça plus en détail. Et donc, je reviens sur un point qui structure toute la base. Vous avez les 7 questions centrales qui se décomposent dans le référentiel Lucie en 25 principes d'action, qui se décomposent en 94 types d'investissement responsable, qui se décomposent en 429 bonnes pratiques génériques. Donc là, on a certainement oublié des trucs, mais avec les 429 bonnes pratiques génériques, on couvre vraiment 100% de ce qui peut être fait en matière de RSE dans une entreprise. Voilà. Et puis derrière chaque bonne pratique générique viennent se raccrocher des cas particuliers, c'est-à-dire la façon dont les entreprises ont mis en œuvre la bonne pratique générique. Si vous dites par exemple, je veux faire des économies d'eau au robinet dans les sanitaires,
eh bien, faire des économies d'eau, vous avez, ça c'est une bonne pratique générique, et vous avez 30 possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir des capteurs euh, euh, qui font que le robinet se met en marche et s'arrête quand la main passe devant la cellule photosensible. Vous avez la possibilité de mettre des mitigeurs RO. Vous avez la possibilité de mettre un système qui fait couler l'eau par tout petits jets, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, économiser l'eau dans les sanitaires, c'est une bonne pratique générique, et derrière, il y a 30 solutions envisageables. Voilà. Alors, on retrouve ici, hein, dans le référentiel Lucie 26000, eh bien, par exemple, créer des liens durables avec les fournisseurs, ça, c'est un principe d'action. Et puis, la fidélisation des fournisseurs et des sous-traitants, c'est un type d'investissement responsable. Voilà. Donc, le 19.2, là, des types d'investissement responsables comme ça, vous en avez 94. Et puis ensuite, ici, vous avez les bonnes pratiques génériques, la politique de prix d'achat, la relation gagnant-gagnant sur le prix, le fait de rallonger la durée de la relation, c'est la bonne pratique générique 19.2.3, etc., etc. Et derrière chacune, vous allez avoir effectivement des façons que les différentes entreprises présentes dans la base ont choisi pour mettre en œuvre la bonne pratique. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Alors, je termine en disant que dans cette base, on va le voir tout de suite, vous avez effectivement une structuration selon la norme ISO 26000, et vous avez aussi, toutes les bonnes pratiques sont raccrochées à un objectif de développement durable, de sorte que on sait en permanence à quel ODD on se raccroche quand on met en œuvre telle ou telle bonne pratique. Voilà. Donc, Antoine, je te passe la main. Tu vas pouvoir faire maintenant la démonstration. Et puis ensuite, je reprendrai la main pour quelques commentaires. Ça marche, merci Alan. Bonjour à tous, donc, je suis Antoine Payot, consultant chez Goodwin Management. Je coordonne ce beau projet qui est la base de données de bonnes pratiques. Et je vais donc essayer de vous donner les secrets de cette base. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran. Émilie, tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Ça marche bien. Ok, parfait. Alors, donc, voici la page d'accueil. Donc, on peut voir en haut de l'écran les fiches qui ont été rentrées le plus récemment. Et puis, en dessous, un petit classement des fiches les plus consultées, ici. Donc, la section la plus intéressante pour nous aujourd'hui, c'est la section consulter. Donc, nous allons dans un premier temps naviguer dans cette base, puisque c'est à cet endroit, comme vous le disiez Alan, nous allons pouvoir consulter les fiches des bonnes pratiques. Donc, voici les 7 questions centrales basées sur l'ISO 26000, encore une fois, comme le disait Alan. Donc, à savoir mettre en place une gouvernance responsable, respecter les droits des personnes, développer des relations et conditions de travail responsables, préserver l'environnement, développer l'éthique dans les relations d'affaires, respecter les intérêts des consommateurs, et enfin, viser le développement local et l'intérêt général. Donc, au sein de ces 7 questions centrales, il y a les 25 principes d'action de l'UCI 26000. Donc, je vais par exemple choisir une thématique très à la mode en ce moment, à savoir préserver l'environnement. Très importante, oui. Donc, on retrouve bien les 4 principes d'action rattachés à cette même question, à savoir le PA numéro 12, éco-concevoir les produits, activités et services, le PA 13, minimiser les consommations de ressources, le PA 14, limiter au maximum les pollutions et nuisances de tout type, et enfin, le principe d'action numéro 15, déployer une démarche structurée de protection de l'environnement. Donc, à l'intérieur en fait, de chaque principe d'action, comme le disait Alan, il y a plusieurs types d'investissements responsables, toujours basés sur l'UCI 26000. Donc, choisissons par exemple le principe d'action numéro 14, limiter au maximum les pollutions et nuisances de tout type. Donc, voici les 7 types d'investissements responsables rattachés à ce principe d'action. Réduction du volume de déchets solides, amélioration du traitement des déchets solides, jusqu'à réduction des émissions de CO2. Donc, puis, pour chacun des types d'investissements responsables, nous avons décliné des solutions génériques. Donc, prenons par exemple le type d'investissement responsable, réduction des émissions de CO2. Donc, voici les 3 solutions génériques associées à ce type d'investissement responsable. Donc, réaliser un bilan des gaz à effet de serre, effectuer une compensation carbone et inscrire son entreprise dans la trajectoire des accords de Paris. Donc, comme vous pouvez le remarquer,
des exemples de solutions d'entreprise sont rattachés à chaque solution générique. Donc, par exemple, pour la solution générique réaliser un bilan des gaz à effet de serre, nous avons 11 solutions d'entreprise qui sont rattachées. Pour la solution générique effectuer une compensation carbone, on a 5 solutions d'entreprise rattachées. Donc, ces solutions d'entreprise, on les verra dans un second temps. Mais dans un premier temps, voyons à quoi ressemble une solution générique. Par exemple, la solution réaliser un bilan des gaz à effet de serre. Donc, voilà comment se structure une fiche. Une petite explication de ce qu'est, par exemple, dans ce cas-là, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, puis des infos clés, telles que les méthodes existantes pour réaliser ce bilan. Et puis enfin, en fin de fiche, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les objectifs du développement durable auxquels répond cette solution. Et dans un second temps, nous avons accès en annexe, comme je vous le disais, aux solutions d'entreprise rattachées à cette solution générique. Donc, par exemple, pour cette fiche, nous avons 11 solutions d'entreprise rattachées à la solution générique réaliser un bilan des gaz à effet de serre. Donc, prenons par exemple, voilà la première qui apparaît, le groupe Bouygues, dont les entreprises calculent systématiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, entrons dans cette fiche. Donc, alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette fiche? Tout d'abord, on peut remarquer qu'il n'y a pas uniformisation des méthodes au sein du groupe, que par exemple Bouygues Construction utilise une méthode qui s'appelle Carbone Eco, une méthode interne de calcul du bilan des gaz à effet de serre, alors que Colas utilise des ratios d'émissions. Et puis ensuite, on y découvre les critères retenus dans le calcul, à savoir en premier lieu la couverture, c'est-à-dire la prise en compte d'au moins 80% des émissions, dans une méthode de 80-20. Ensuite, la pertinence. On calcule les postes d'émissions dont on sait que des projets sont possibles. Et puis enfin, la faisabilité, c'est-à-dire les postes dont on arrive à avoir des informations, tout simplement. Donc voilà, on peut remarquer que c'est une méthode tout à fait propre à Bouygues, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais dont on peut tirer les informations qui nous intéressent. Et donc, en fin de fiche, nous avons accès à des informations supplémentaires, comme par exemple le détail des bilans des émissions de gaz à effet de serre du groupe, et puis une petite vidéo complémentaire du directeur de développement durable du groupe Bouygues, voilà, qui nous apprend encore des informations supplémentaires sur la méthode de Bouygues. Mais quand on fait le bilan carbone en couple carbone complet. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette base dans sa structure. Donc maintenant que vous avez compris voilà un petit peu cette structure, je vais essayer de vous montrer son intérêt à travers une petite mise en situation. Donc imaginons que je suis l'entreprise Alpha et que j'ai réalisé avec Goodwill une évaluation RSE ISO 26000. Et puis il s'avère que malheureusement, dans la conclusion du rapport, j'ai des grosses lacunes sur le volet qualité de vie au travail. Donc moi, personnellement, j'ai peu de connaissances sur la qualité de vie au travail. Je me dis que peut-être que la mise en place d'une restauration d'entreprise ou que l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail ou encore qu'un travail sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle pourrait être intéressant. Mais je me rends compte que voilà, je ne sais pas trop comment mettre en place tout ça. Je vais donc me rendre sur la base pour voir si d'autres l'ont fait. Et si d'autres l'ont fait, comment ils l'ont fait. Donc, je rentre sur la base de données et j'essaye d'accéder au principe d'action sur la qualité de vie au travail. Voilà, je vois que c'est le principe d'action numéro 7, favoriser la qualité de vie au travail. Donc, j'entre dans la base. Et première information clé pour moi, je sais que la qualité de vie au travail se dispatche en 7 types d'investissements responsables, donc 7 tirs, à savoir en fait 7 sous-thématiques sur lesquelles j'ai la possibilité d'agir. Savoir garantir des bonnes conditions matérielles, de confort et de bien-être au travail à tous les collaborateurs. Avoir une bonne organisation et un management clair et responsable. Garantir l'accessibilité des salariés au lieu de travail. Permettre l'accès au télétravail aux collaborateurs lorsque c'est possible. Garantir un équilibre vie perso, vie professionnelle. Accompagner des grands changements. Et enfin, d'autres aspects de la QVT. Donc chouette. Je remarque que les thématiques de confort au travail et d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle sont bien représentées. Mais je vois aussi qu'il y en a d'autres, et notamment sur l'organisation et le management. Voilà ce qui m'interpelle un petit peu, parce que moi, je n'avais pas du tout idée d'agir sur ce volet. Donc je vois qu'il y a 11 solutions rattachées, et donc voilà, je suis curieux un petit peu de savoir quelles actions concrètes se cachent derrière.
Et hop, une nouvelle ouverture et des nouvelles idées pour moi. Voilà, donc je découvre de nouvelles informations qui vont me permettre de travailler sur le volet organisation et management pour améliorer la QVT dans mon entreprise. Donc sont proposées par exemple les solutions suivantes: actualiser et diffuser l'organigramme, tenir à jour des définitions de postes, moi je descends un petit peu, mettre en place un management bienveillant au quotidien, former les salariés au développement personnel, gérer la vie d'entreprise, assurer un entretien annuel et enfin établir un baromètre social. Tiens d'ailleurs, en parlant de baromètre social, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que pensent mes salariés. Ça me permettrait en fait tout simplement de mettre en place les actions les plus utiles dans mon contexte. Mais voilà, comment réaliser concrètement un baromètre social. Donc je vais essayer encore de creuser le sujet et j'entre dans la fiche. Et voilà, donc on me donne une définition précise de ce qu'est un baromètre social, c'est-à-dire une étude mesurant le degré de satisfaction des salariés au sein d'une entreprise, qui me permet d'avoir une connaissance de ce que pensent les salariés et de connaître leurs perspectives au sein de l'organisation. Et puis voilà, on m'explique concrètement dans la fiche comment mettre en place un baromètre social. Et j'ai même la chance d'avoir en fin de fiche des exemples concrets de questions pouvant être posées lors de l'enquête de satisfaction, qui peuvent me donner en fait une inspiration et pour trouver les informations les plus précises dans mon cas. Donc voilà un petit peu pour cette fiche. Et puis bien sûr, sont rattachées les solutions d'entreprise, donc à savoir les entreprises qui, dans leur rapport RSE ou dans leur rapport annuel, présentent le fait qu'ils ont mesuré la satisfaction de leurs employés, qu'ils ont fait des enquêtes de satisfaction. Prenons par exemple voilà, Maison du Monde, qui, dans une enquête, a montré qu'il y avait 77% des salariés qui avaient répondu à leur enquête de satisfaction et qui a tiré des conclusions à cette enquête en mettant en place, par exemple, voilà, l'attribution d'un budget festif au magasin pour favoriser la cohésion d'équipe ou encore le renforcement de l'offre de formation en e-learning. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on a voilà, des tas de possibilités lorsqu'on a une idée et qu'on souhaite consulter la base. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Une autre fonctionnalité intéressante aussi que je voulais vous présenter, c'était la fonction rechercher. Donc imaginons que je sois responsable des ressources humaines ou directeur de développement durable, et que dans mon entreprise, on n'est pas trop chaud pour le télétravail. Mais on s'est dit que vu le contexte actuel, on ne peut pas vraiment y échapper, il va falloir très sérieusement y penser. Donc voilà, j'aimerais moi savoir quel type d'entreprise met en place ces politiques de télétravail, si certains concurrents ont réussi à le faire, comment ils ont procédé, depuis combien de temps ils l'ont mis en place, etc. Bon, en gros, voilà, je veux de l'info. Donc je rentre dans ma fonction recherche, je rentre le mot-clé télétravail tout simplement, et là apparaissent toutes les fiches qui ont un lien avec le télétravail, où le mot télétravail apparaît dans leur fiche. Ce qui me permet voilà, de voir un petit peu ce qui est fait par les entreprises Air Liquide, Clarins, Accor, Seb, Expansiance ou encore Club Med et le groupe TF1. Donc voilà, déjà je sais que c'est mis en place dans ces entreprises et je peux encore en savoir plus en entrant dans la fiche et en prenant des informations. Donc par exemple, le groupe TF1, on voit qu'il a d'abord fait des expériences avant de le généraliser à tout le groupe en 2018. On apprend qu'il y a signé des accords et on apprend aussi, intéressant, les conditions d'éligibilité qui pourront pourquoi pas être appliquées si moi je veux le mettre en place, à savoir être en CDI, avoir 6 mois d'ancienneté, avoir un temps de travail contractuel d'au moins 90%. Voilà, et je vois que 40% seulement des effectifs éligibles ont au moins fait une demande de télétravail en 2018. Donc voilà, en fait, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que grâce à cette fonction rechercher, on peut aller prendre plein d'informations sur plein de thématiques différentes. Et vous voyez que dans cette fonction rechercher apparaissent l'intégralité des fiches que l'on possède. Donc voilà, il y en a aujourd'hui plusieurs centaines et vous pouvez aller piocher directement dedans. Donc une dernière fonction assez sympa aussi de la base de données, la fonction favori. Donc pour l'instant, elle est vide, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va refaire le chemin inverse. J'ai besoin d'informations sur le télétravail. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma recherche, je me suis dit que voilà, les fiches du groupe Clarins et la fiche du groupe TF1, je les trouvais intéressantes. Simplement, je clique sur le petit cœur, je mets un like, et dans mes favoris,
ces deux fiches apparaissent. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez surfer sur la base de données des heures, et à chaque fois que vous voyez une solution intéressante, vous mettez un cœur, et puis le lendemain ou quelques heures après, vous pouvez consulter l'ensemble des fiches que vous avez trouvées intéressantes dans l'onglet Favoris. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette base, donc je vais tout de suite repasser la main à Alan pour qu'il vous présente un petit peu la suite du procédé, quoi. Voilà. Merci Antoine. Merci beaucoup Antoine. Donc je reprends la main effectivement. Alors, hop, hop, c'est magique. Voilà. Je retourne, excusez-moi, je suis reparti au début. Ça va pas être long. Voilà. Donc, si je reprends effectivement mon propos là où je l'ai laissé tout à l'heure, maintenant vous en savez un petit peu plus sur cette base BPRS. À quoi ça peut vous servir? En fait, la première chose, c'est un petit peu les petits exemples qu'Antoine vous a donnés en scénarisant un petit peu l'utilisation de la base pendant la démo. Ça peut vous inspirer. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire sur un sujet, qu'est-ce qu'ont fait les autres? Voilà, ça peut vous permettre aussi de rester à la page et de sorte que votre stratégie RSE ait un contenu qui soit du meilleur niveau. Voilà. Ça peut aussi vous servir à savoir ce que font les copains pour pouvoir en tirer des arguments pour votre hiérarchie. Dans le petit exemple que Antoine prenait sur le télétravail, une entreprise qui serait venue sur le télétravail à reculons et qui en ce moment se dirait avec le confinement, bon, bah, de toute façon, on n'y coupera plus. Si je vais la voir en tant que responsable RSE ou DRH et que je dis au patron, écoute patron, tous les gens de notre secteur ont déjà mis en œuvre le télétravail depuis 2 ans, bon, bah, ça porte le coup de grâce et ça y est, le télétravail se met en place parce qu'on est les derniers de la classe. Voilà. Ça peut aussi vous permettre de progresser sur un niveau de maturité, c'est-à-dire en matière je sais pas moi quoi, d'économie circulaire. Moi, j'ai fait toute une série de choses, mais je vois que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui font des trucs auxquels je n'avais pas pensé et je vais pouvoir donc accroître ma maturité RSE dans ce domaine-là. Voilà. Vous pouvez aussi vous situer par rapport aux autres, donc faire du benchmark, trouver des informations précieuses sur, ben voilà, on a eu tel problème quand on a mis en place telle solution, ou on a ça a très bien marché. Donc, il y a des entreprises qui sont en train présentement dans la communauté Lucie de partager leurs expériences de réussite et de difficultés sur leurs bonnes pratiques RSE. Et puis, il y a aussi, ça je vais y revenir dans un instant, la possibilité de trouver des fournisseurs. C'est-à-dire, tiens, pour mettre en place un projet d'économie circulaire sur tel type de déchets, qui sont les opérateurs compétents. Voilà. Et donc, ça, pour l'instant, c'est mis en œuvre dans la base BPRS sur la base du volontariat de l'émetteur, c'est-à-dire de l'entreprise qui partage avec d'autres entreprises. Alors, dans les exemples qu'a pris Antoine, ces informations sur les fournisseurs, vous ne les aviez pas parce qu'il a pris des exemples sur des entreprises connues et ce sont des extraits de rapports annuels. Mais, et donc, en général, dans un rapport annuel de RSE, on ne dit pas avec qui on a bossé. Par contre, la bonne pratique de l'entreprise Lucie qui partage avec toutes les autres entreprises Lucie son expérience, si l'entreprise le souhaite, elle peut dire et j'ai bossé avec tel fournisseur et c'était très intéressant, ou au contraire, j'ai eu tel type de problème. Enfin, voilà. Alors, pour vos parties prenantes, c'est intéressant aussi. Par exemple, ça peut vous servir pour faire comprendre la RSE par le contenu et non par le contenant. Donc, avec la RSE, voilà tout ce qui change dans une boîte. Et ça fait découvrir un univers de possibles pour quelqu'un qui ne sait pas trop ce que c'est que la RSE, qui est très parlant. Alors que si je fais une présentation, ce qui est le cas, je le fais tous les jours, de l'ISO 26000 ou des ODD à
un salarié d'une entreprise qui est en découverte de la RSE, il va se dire d'accord, donc il y aurait ce sujet-là à traiter, il y aurait ce sujet-ci, il y aurait ce sujet-là, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer ou qu'est-ce que ça peut changer dans ma boîte? Eh ben, on va dans BPRS et puis là, on comprend tout de suite. Voilà. Ça peut servir à consulter les parties prenantes sur des pratiques qui correspondent le mieux à leurs attentes. Les réunions parties prenantes, on en anime plein chez Goodwill. Effectivement, très souvent, on part d'une page blanche où on part de ce que l'entreprise fait, mais on ne part pas de tout ce qui pourrait être fait. Ça peut aussi aider les clients et puis aider les fournisseurs. Ça, c'est sur le bas de la page. Vous pouvez aider vos clients et vos fournisseurs en leur donnant accès à cette base et en leur disant, ben voilà tout ce que vous pourriez faire. Et donc, pour aider à accélérer la mise en œuvre de la RSE dans une entreprise avec une base très riche. Donc, vous voyez que ça donne effectivement des possibilités qui sont intéressantes. Et puis, je vous annonce tout de suite la suite de l'aventure parce qu'un point très important, c'est que ce dont on parle ce matin, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Voilà. On a aujourd'hui une vitesse de remplissage de la base qui est à peu près de 100 nouvelles bonnes pratiques toutes les 2 semaines. Donc, ça veut dire que là, au moment où on fait la photographie, on doit avoir à peu près 600 bonnes pratiques dans la base. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, on en aura à peu près 2000 sur tous les sujets. Alors, les 429 bonnes pratiques génériques, comme je disais tout à l'heure, on a dû en oublier, donc on va peut-être monter à 430 ou à 440, mais ça, c'est relativement stable. Par contre, les modalités opératoires qui vont dépendre du secteur de l'entreprise, de sa taille, de la volonté des dirigeants, etc., là, ça peut être quasiment infini, quoi. Voilà. Et bien sûr, toutes les variantes possibles sont intéressantes à regarder pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Alors, d'ici à la fin de l'année, on va aussi y saisir les bonnes pratiques d'autres entreprises en Europe, de sorte que si vous êtes une banque, par exemple, vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien savoir ce que toutes les banques européennes ont fait dans le domaine du dialogue social, ou bien ce que toutes les banques européennes ont fait en matière de, comment dirais-je, tableau de bord environnemental. Voilà. Dans un deuxième temps, donc ça, tout ça, c'est des annonces, hein, c'est pour le futur. Nous, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais dans un deuxième temps, la base permettra de référencer les fournisseurs des solutions, de sorte qu'on puisse trouver également à qui s'adresser pour faire le job. Voilà. Pour l'instant, c'est exclusivement basé sur la volonté de l'émetteur, c'est-à-dire l'entreprise qui saisit ces bonnes pratiques dans la base pour partager avec les autres. Et là, vous avez en ce moment, donc ça a commencé il n'y a pas longtemps, comme je le disais tout à l'heure, les 600 membres de la communauté Lucie qui sont en train de charger la base avec leurs bonnes pratiques. Et certains décident de mettre des noms de fournisseurs en disant j'ai travaillé avec telle solution, avec telle entreprise, etc. Voilà. Dans la V2, ça va devenir une place de marché, c'est-à-dire qu'on aura, on va nous aussi référencer les fournisseurs et les connecter aux bonnes pratiques génériques. Voilà. Pour l'instant, vous avez vu qu'on navigue dans la base par l'ISO 26000 et qu'on atterrit sur des fiches qui vous donnent la référence à l'ODD considéré. Dans la V2, vous naviguerez aussi par les ODD. Voilà. Et le dernier point, c'est tout ça fait partie de la plateforme Goodwill Digital et nous aurons bientôt une intégration complète. Alors, j'explique ça avec un petit schéma. Aujourd'hui, dans Goodwill Digital, vous pouvez faire votre évaluation ISO 26000 et on va vous donner, sur les 25 principes d'action de l'UCI 26000, on va vous donner vos points forts et vos points faibles. Donc, l'intégration de Thesaurus 26000 et de Thesaurus BPRS, c'est je vois que je suis mauvais, restons sur l'exemple d'Antoine en qualité de vie au travail, je clique et j'arrive sur tout ce que je peux faire en matière d'amélioration de la qualité de vie au travail dans BPRS. Ou à l'intérieur de la qualité de vie au travail, je vois que je suis mauvais sur un type d'investissement responsable en particulier, je tombe sur celui-là. Voilà. Dans la base Goodwill, dans la plateforme Goodwill Digital, vous avez une autre application qui s'appelle Thesaurus AD2R.
aide à la décision responsable et rentable, qui permet de faire un calcul prédictif de la rentabilité d'un investissement et de faire le calcul de la rentabilité de la RSE. Donc, vous voyez l'intégration, je choisis mes bonnes pratiques, je bascule dans AD2R et on me dit que si ma stratégie RSE est coûteuse ou rentable. Voilà. Et puis, toujours dans Goodwill Digital, vous avez aussi deux méthodes de mesure d'impact. Thésaurus Leontief pour faire les mesures d'impact socio-économique. Donc ça donne des résultats qui s'expriment en euros d'impact sur le territoire, donc en tranche de PIB d'impact sur le territoire et en nombre d'emplois. Et puis, vous avez Thésaurus Empreinte qui vous donne votre impact sur le capital naturel exprimé en euros. Et donc, ben voilà, vous construisez au travers des étapes précédentes votre stratégie RSE et vous arrivez à cet endroit-là et ça vous donne vos impacts sur le territoire au plan social et au plan environnemental. Donc, ça vous donne cette intégration, une stratégie RSE qui est pertinente sur les trois piliers du développement durable, à savoir l'économique, le social et l'environnemental. Alors, je précise que pour l'instant, cette intégration n'est pas disponible, mais par contre que toutes ces briques sont disponibles. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est simplement que vous voyez le passage de ce point-ci à ce point-là, ou bien de ce point-ci à ce point-là, eh bien, se fait manuellement, mais il n'empêche que les modèles AD2R, Thésaurus 26000 et Thésaurus Leontief et Empreinte sont dans la plateforme Goodwill Digital. Donc l'intégration, ça va être simplement un peu de temps gagné et des ressaisies en moins. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup de votre attention. On va répondre à vos questions dans quelques instants. Et juste, je vous donne des informations sur l'offre de lancement. Donc, en fait, c'est assez simple. Si vous êtes un consultant ou bien une petite entreprise, le coût d'utilisation de la base BPRS, c'est 500 € par an. Voilà. Si vous êtes une ETI, c'est 1 000 €. Si vous êtes un grand groupe, c'est 1 500 €. Voilà. Et je rajoute que si dans notre auditoire de ce matin, il y a des réseaux, des associations ou bien des consultants qui souhaitent devenir partenaires, eh bien, lorsque vous vendez un accès de BPRS à un de vos clients à vous, vous avez une commission d'apporteur d'affaires de 25%. Et donc, ça veut dire que, imaginons, je suis consultant indépendant. Aujourd'hui, je paye 500 € d'accès pour l'année. Dès que j'ai vendu l'accès à la base à 2 de mes clients, j'ai remboursé mon adhésion. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait vous dire ce matin. Merci beaucoup de votre attention à tous. Je donne la parole maintenant à Émilie pour qu'elle me répercute les questions qui ont été les plus fréquemment posées. Alors, peut-être qu'on ne répondra pas à toutes les questions, mais dans l'hypothèse où vous auriez vraiment besoin d'avoir une réponse à votre question, ben, il n'y a pas de problème, on se parle, on s'appelle et on s'échange des mails et puis on répond. Donc, vous aurez les réponses à toutes vos questions, même si on ne les traite pas toutes dans la minute. À toi, Émilie. Ça marche. Merci, Alan. Alors, j'ai essayé de trier vos questions en fonction de leur thématique. Donc, première question, cette plateforme est-elle collaborative en dehors de la communauté Lucie 26000 ? Oui, à partir du moment où vous y accédez, vous avez la possibilité de venir y déposer des bonnes pratiques sur la base de votre volontariat. Donc, vous pouvez effectivement, dans l'état actuel des choses, on est dans une phase de démarrage. Donc, ça veut dire qu'on a un gros travail qui a été fait chez Goodwill de chargement de la base avec, comme je vous l'ai dit à l'instant, aux alentours de 600 bonnes pratiques à ce matin. Voilà, puis ça augmente tous les jours. Et le but, c'est que ça augmente indéfiniment. Et puis, depuis quelques semaines, on a les membres de la communauté Lucie qui ont commencé à remplir aussi leurs bonnes pratiques sur la base de leur volontariat. Donc, ceux qui accèdent à la base, qui ne font pas partie de la communauté Lucie et qui accèdent à la base,
sont invités plus que jamais à partager leurs bonnes pratiques, évidemment. Alors, y a-t-il une version d'essai à l'outil? Non, il n'y a pas de version d'essai. Très bien. Y aura-t-il une version prévue en anglais? Oui, il y aura une version prévue en anglais. C'est vrai pour la base BPRS et c'est vrai aussi pour toute la plateforme Goodwill Digital. Désolée, je lis en même temps les nouvelles questions qui sont apparues pour essayer d'organiser un peu tout le contenu. Alors, comment se passe en pratique l'accès au logiciel, l'accès à Thésaurus BPRS? C'est très simple, on vous donne un user et un password et puis vous accédez, vous naviguez, vous récupérez tout ce que vous voulez et puis vous pouvez aussi… alors pour ce qui concerne, dans l'état actuel des choses, je reviens sur la question collaborative. Pour ce qui concerne la contribution, c'est-à-dire partager avec d'autres ces bonnes pratiques. Dans l'état actuel des choses, dès lors que vous avez adhéré à la communauté, on va vous envoyer un template et on va vous demander de le remplir et c'est nous qui faisons le remplissage de la base. Voilà. Pour s'assurer de la complétude, de la conformité, du fait que les informations sont compréhensibles par tous, etc., etc. Voilà. Dans un deuxième temps, on aura certainement un accès, une fonctionnalité d'accès avec, je saisis directement dans BPRS en phase de test et puis c'est juste une question d'autorisation, hein. Donc les fonctionnalités existent et puis je fais valider par le modérateur et hop, c'est bon. Donc, mais dans le démarrage, on récupère les bonnes pratiques par mail et puis on les saisit dans la base. Voilà. Alors, Alan, visiblement, il y a quelques membres de la communauté parmi les participants. Ouais. Peux-tu repréciser les conditions d'accès pour les membres de la communauté, Lucie? Ah ben pour les membres de la communauté Lucie, c'est gratuit puisque c'est pris en compte dans le cadre de la redevance du label. Ça marche. Maintenant, des questions en termes de contenu. Donc, tu l'as rapidement précisé, mais peut-on trier l'information par grande fonction de l'entreprise ou secteur? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la démo, on n'est pas rentré dans ce niveau-là de détail, mais vous avez un système qui vous permet de faire un tri en fonction de sélectionner les bonnes pratiques et d'avoir accès à la base en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa forme juridique, c'est-à-dire suivant que je suis une association, une entreprise, etc., en fonction de son secteur et en fonction de son chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, ça vous permet effectivement d'accéder à des entreprises qui vous ressemblent. Merci, Alan. Alors, les questions liées à la finance responsable ou au numérique responsable sont-elles prises en compte? Dans l'état actuel des choses, non, dans l'état actuel des choses, c'est pas pris en compte, mais c'est parce que nous sommes partis dans l'état actuel des choses sur une structuration respectant strictement l'ISO 26000. Par contre, rajouter des principes d'action et des tirs sur la finance responsable ne pose pas de problème, mais au moment où on fait la photo, on est en train de charger la base sur des sujets qui n'intègrent pas la finance responsable. Très bien. Et de la même manière, avez-vous envisagé une intégration de bonnes pratiques liées au Covid-19? Ben, on verra. Ça ne… Si effectivement il y a besoin, je fais une réponse un peu de Normand, quoi. Si effectivement la crise du Covid-19 perdure longtemps et que les bonnes pratiques sont des bonnes pratiques qui s'installent durablement dans l'économie, c'est évident qu'on les intégrera. Là, le chapitre est prévu, hein, c'est santé, sécurité des salariés et on rajoutera un type d'investissement responsable Covid-19, c'est évident. Maintenant, si
Dans 6 mois, on n'en parle plus, peut-être que ce sera assez vite oublié. Donc, voilà. Mais pas de problème pour rajouter. Ça fait un petit peu le même réponse que pour la finance responsable, mais à un niveau plus fin. C'est-à-dire que la finance responsable, ce serait de rajouter un principe d'action dans la base, et puis ensuite une famille de types d'investissement responsable et puis des bonnes pratiques. Là, ce serait directement un type d'investissement responsable dans le principe d'action santé-sécurité. Merci Alan. Le prix de la base inclut-il la formation Oui. ou y a-t-il des coûts supplémentaires? Non. Donc, c'est tout compris. Hein. Vous accédez à la base. On a un dialogue permanent une fois que vous faites partie. En fait, si vous voulez, l'idée générale, si je donne un petit peu si je fais on prend un peu de hauteur par rapport à ce qu'on a vu là. Notre idée générale, je l'ai exprimé rapidement dans l'introduction, c'était de dire avoir une plateforme de RSE intégrée dans laquelle on trouve la façon de faire des tableaux de bord, la façon de faire des calculs, la façon de faire des mesures d'impact, et la façon d'évaluer sa maturité et la façon et la matière première pour construire sa stratégie. Ça veut dire que c'est effectivement une plateforme collaborative générale qui fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'intelligence, puisqu'on récupère le savoir-faire des autres. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée générale. Et donc, à partir de là, quand vous entrez dans cet univers, que ce soit par BPRS ou par Thesaurus Model qu'on a vu en début de présentation, vous êtes au contact d'un grand nombre d'autres acteurs, y compris Goodwill Management et Lucie, et bien évidemment, vous êtes formé à tout ça. Alors, je précise bien que là, les tarifs que j'ai indiqués, c'est pour accéder à BPRS toute seule. Ce n'est pas pour accéder à toute la plateforme Goodwill Digital. Mais par contre, oui, vous êtes formé. En revenant sur cette offre de lancement, quand se termine-t-elle exactement? Alors, l'offre de lancement, là, elle est ouverte. Si vous voulez saisir en profiter, elle est ouverte pour les 15 jours qui viennent. Et mon petit doigt me dit que ça débordera sûrement un poil parce qu'on n'est pas très rigide dans la maison. Mais donc voilà, c'est l'heure de décidez-vous assez vite quand même. Et puis, on va faire, pour ceux qui étaient là le 1er avril, on va faire un peu comme avec tous les modèles de Thesaurus Model dans Goodwill Digital. Ce sont les early adopters, et puis on va travailler ensemble sur finalement comment gérer le conseil en RSE et les bonnes pratiques de la RSE et la fabrication des stratégies RSE avec ces nouveaux outils. Et donc, en fait, l'idée générale, c'est qu'on constitue avec ce point d'accès Internet une communauté RSE outillée, quoi, si vous voulez. Voilà. Ça marche. Alors, y a-t-il dans la base des exemples de petites et moyennes entreprises? Alors, pour l'instant, il y a surtout des grandes. C'est ce que vous avez vu dans la démo et c'est représentatif de ce qu'il y a dans la base. Mais vous en avez aussi des petites et des toutes petites. Dans la communauté Lucie, nous avons surtout, je vous disais tout à l'heure, 600 membres dans la communauté. Nous avons 80% de TPE-PME. Donc les bonnes pratiques, photo à ce jour, 80% de grandes boîtes. Demain, 80% de petites. Très bien. Si je suis consultant, est-ce que je peux me servir du logiciel sur plusieurs clients? Le consultant peut se servir de l'application pour toute son activité. Voilà. Par contre, s'il veut donner accès à la base chez un de ses clients, c'est-à-dire que, par exemple, je suis consultant et j'ai une entreprise qui m'a demandé de construire sa stratégie RSE.
Eh ben, c'est ça le but de la manœuvre. J'accède à la base et je veux lui concocter la meilleure stratégie que je peux imaginer avec tout ce que la base contient. Voilà. Je peux aller chez lui et puis lui montrer ce qu'il y a dans la base. Je peux lui donner mon user et puis lui permettre d'accéder à la base sans le dire à Goodwill, parce que ça se fait comme ça et puis ça fait partie du jeu et tout va très bien comme ça. Par contre, effectivement, si l'idée c'est de dire je veux que mon client accède à la base avec son propre user en permanence, là il faut vendre la base à son client et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 25% du prix de vente qui vous revient. Et donc ça vous permet, en ayant vendu la base à 2 clients, vous avez remboursé votre propre adhésion. Alors, on va s'acheminer vers les dernières questions parce qu'on a déjà un peu débordé. Ouais. Donc, j'ai une question. Est-ce que les bonnes pratiques seront filtrables par métier de l'organisation, de l'entreprise, RH, RSE? Dans l'état actuel des choses, elles le sont, puisque dans l'état actuel des choses, elles le sont de 2 façons. Elles le sont par le fait que vous rentrez la structuration de base de BPRS, c'est l'ISO 26000, et donc vous rentrez par l'environnement ou par les RH, ou par la relation client ou par la relation fournisseur. Donc c'est déjà le cas. Et puis en tapant des mots-clés, vous récupérez vraiment ce qui vous intéresse. Voilà. Ce qu'on pourra imaginer dans le futur, dans l'hypothèse où ça ne suffirait pas, et ce sont des choses qui sont assez simples à faire compte tenu de l'architecture de la base de données, c'est effectivement de faire une entrée secondaire par les métiers de l'entreprise. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on fait une entrée secondaire dans la V2 par les ODD, c'est pareil, ça va être très très simple. Allez, dernière question, Alan, pour te faire un peu réfléchir. Est-il prévu de mettre en place une approche gamification avec des badges pour reconnaître les meilleurs contributeurs? Ça, c'est oui, c'est une bonne idée. Effectivement, ça va me faire réfléchir. Ça va nous faire réfléchir, chère Émilie. Oui, bien sûr. Ça marche. Merci à tous. Je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Et on se retrouve très vite. Vous aurez un mail avec le lien pour revoir ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains rendez-vous. Alors, juste un point complémentaire, Émilie. Tu indiques, avant que tout le monde s'en aille, tu indiques la procédure pour pouvoir adhérer. D'accord. Écoutez, je vais vous faire un mail. On fait ça plutôt? J'envoie un mail ce soir avec le lien. Ça marche? D'accord. Pour ceux qui veulent se bénéficier de l'offre de lancement, donc vous recevrez tous un mail dans la journée avec une procédure d'adhésion.